Monsieur Frédéric Bizard, économiste, quelles innovations dans une enveloppe financière globale? Oui, c'est un des problèmes majeurs. Bien, bonjour à tous, à toutes. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Donc, moi, je ne vais pas vous parler des innovations sur un plan technique, de technologie médicale, parce que je pense que chacun d'entre vous ici en connaît beaucoup plus que moi par rapport à ça, mais je vais vous aborder trois points. Un point économique, 5 minutes, un point stratégique et un point de financement. Mais la question de l'innovation est assez peu liée au financement. Elle est avant tout liée à la compréhension des mécanismes économiques et à la bonne stratégie pour intégrer ces innovations. Alors, d'abord, l'évolution de la relation à l'environnement par l'intermédiaire des innovations est une capacité profondément humaine et innée qu'on retrouve à peu près dans toutes les civilisations, 2 secondes d'histoire, et dans toutes les cultures. On retrouve des traces de l'activité médicale dans des civilisations très anciennes. Je vous ai pris là un temple de Komombo au sud dans la Haute-Égypte qui montre des innovations et comment est-ce qu'on transmettait ces innovations d'une génération à l'autre. Mais ces innovations biomédicales répondent à un besoin humain très ancré. Pourquoi ? Une des explications, c'est le psychologue américain Abraham Maslow, qui a déterminé dans sa théorie de la motivation humaine une pyramide des besoins. Et on s'aperçoit qu'après les besoins physiologiques de base, on a la santé, la sécurité et la santé qui vient juste après, ce qui fait que vous avez historiquement et toujours un besoin, une profusion d'utilisation de toutes les innovations pour des besoins de santé qui sont priorisés. Alors, la question suivante que je me suis posée, c'est de se dire, à l'échelle de la planète, vous avez une répartition à peu près égale de la capacité d'innovation et des innovateurs. Mais on s'aperçoit que vous avez une distribution très inégale de la science et de ces innovations entre ces civilisations. Alors, pourquoi ? Il y a une explication majeure qui est la différence entre les environnements. Et la première notion qui est capitale par rapport à l'innovation, c'est que le succès ou l'échec des innovations à travers une société va dépendre de l'environnement dans lequel les individus vont baigner, l'environnement étant les institutions, les régulations, les modèles économiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est à la fois assez complexe, mais on va essayer de faire simple, mais l'économie de l'innovation fonctionne très différemment de l'économie traditionnelle. Le premier qui s'en est préoccupé, c'est Joseph Schumpeter, qui était assez iconoclaste. On était dans la pleine théorie néoclassique de Walras, où en fait la croissance économique était simplement générée par une accumulation de capital, de richesse. Et lui, en fait, est passé à un nouveau stade en disant que, en fait, on n'était pas dans une économie qu'on appelait à ce moment-là stationnaire, mais il a eu une vision dynamique de l'évolution avec en son centre l'entrepreneur innovateur. Il a défini l'innovation, je rappelle juste que l'innovation est différente de l'invention. La formidable invention de l'ADN n'est pas une innovation, mais on espère que ça va entraîner, 60 ans après, on l'attend toujours un petit peu, mais que ça va entraîner évidemment de multiples innovations. Mais en tout cas, il est important de différencier les deux. Mais donc c'est Schumpeter qui le premier a dit, enfin en tout cas a démontré que c'est par les innovations qu'on allait améliorer d'une part la croissance économique, mais d'autre part l'efficacité des systèmes, parce qu'il appelait des combinaisons productives des différents facteurs de production. Alors, il n'a pas été beaucoup plus loin, même s'il a eu ce génie de dévier un petit peu la science économique, mais ces 2 autres économistes, dont un français, Aghion, et américain Howitt, qui ont véritablement transformé les idées de Schumpeter en un modèle. Et vous allez voir qu'on va pouvoir ramener ça un petit peu sur le domaine de la santé, mais ils ont dit 3 choses. D'abord, la croissance de long terme résulte de l'innovation. C'est par le progrès technique qu'on apporte l'innovation, et c'est par ces innovations qu'on assure la croissance de la productivité, donc la croissance long terme de l'économie.
ce qui peut vous paraître évident aujourd'hui, mais ce qui était largement contesté et encore contesté par des gens comme Richard Gordon qui considèrent qu'on va être sur une stagnation séculaire parce qu'ils ne croient pas que l'innovation, et notamment on le voit aujourd'hui, ils ont quelques chiffres pour ne pas le croire, c'est qu'on voit que l'innovation d'Internet produit assez peu de gains de productivité, mais on ne va pas rentrer là-dedans. La deuxième chose importante, c'est que l'innovation résulte d'investissements motivés par la recherche qui répondent aux incitations économiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sans un environnement financier, législatif, stratégique, favorable à l'innovation, vous avez relativement peu d'innovation qui se répandent. Il faut distinguer juste deux choses, c'est que vous avez la production d'innovation et puis la diffusion d'innovation. Les médicaments sont un bon exemple, c'est que vous pouvez produire de l'innovation, mais la difficulté, c'est de le diffuser à l'échelle du monde entier. Comment est-ce qu'on fait ? On a beaucoup de médicaments innovants, mais on a une difficulté à le diffuser, quelquefois à l'échelle même d'un pays, mais surtout à l'échelle du monde entier, parce que justement, il y a des problèmes de financement. Et c'est là où les institutions sont importantes pour trouver les moyens de diffuser cette innovation. Troisième caractéristique, ils ont repris là une formule de Schumpeter, qui est la destruction créatrice. C'est une notion absolument fondamentale. On reviendra sur les GHT, mais quand on est à ce niveau d'innovation, c'est sûr qu'on ne va pas faire avancer très vite le système. Mais la destruction créatrice, c'est très simple. C'est qu'en fait, les nouvelles technologies chassent les anciennes. Okay, elles rendent les technologies existantes obsolètes. Donc il faut trouver des systèmes d'entrée et de sortie, notamment dans le financement, pour répondre à cette destruction créatrice. Vous prenez la chirurgie ambulatoire, il est clair que tant qu'on n'aura pas décidé de véritablement utiliser la destruction créatrice à la fois dans l'organisation de la chirurgie ambulatoire et de son environnement et dans l'évolution des métiers avec cette chirurgie ambulatoire, on restera toujours un petit peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. On se dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Mais sans destruction créatrice, vous n'arrivez pas à faire diffuser les innovations. Et il faut savoir que les pays qui ont un niveau de destruction créatrice, ce que vous pouvez mesurer par un certain nombre d'indicateurs, ont une mobilité sociale la plus forte et un niveau de croissance économique la plus forte. Sauf que quand on craint, la France en fait partie, ce n'est pas le seul pays, mais quand on craint ces innovations, parce qu'on craint qu'il y ait plus de destruction d'emplois que de création d'emplois, on met les deux pieds sur le frein par rapport au développement des innovations. Donc voilà un petit peu. Alors, deux schémas avant de passer de stratégie. Bon, là, vous avez un schéma entre la croissance des firmes et la concurrence. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de critiques au moment pour le modèle schumpeterien où on disait mais il ne marche pas ce modèle parce que en fait le modèle schumpeterien sous-entend que finalement vous avez une diminution de la croissance en fonction avec la concurrence. C'est-à-dire que pour développer l'innovation, il faut créer une rente et donc il y a de moins en moins de concurrence. Or, quand on regarde de façon pratique, c'est l'inverse. Plus il y a de concurrence, plus il y a de la croissance. Et en fait, c'est lié à une chose, c'est lié à ce qu'on appelle les pays qui sont près de la frontière technologique, c'est-à-dire qui sont en avance sur le plan technologique, et ceux qui sont en retard sur le plan technologique. Quand vous êtes en avance sur le plan technologique, en fait, vous apercevez que plus il y a de la concurrence, plus vous générez de la croissance. Quand vous êtes en retard, c'est la courbe bleue. Quand vous êtes en retard sur le plan technologique, vous apercevez que plus il y a de la concurrence, moins il y a de la croissance. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que, évidemment, pourquoi est-ce que la France a été le pays le plus innovant en matière de médecine au XXe siècle ? Je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on peut le dire, ou parmi les plus innovants au XXe siècle. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis. Regardez toujours que les États-Unis suivaient en fait, les Français en disant qu'ils avaient inventé, mais en fait, ça venait souvent d'ici. Mais c'est notamment parce qu'on a créé le système le plus concurrentiel entre les offreurs de soins. C'est la chose. La deuxième raison, c'est parce qu'on a créé, à travers les CHU, ce qu'il faut, c'est-à-dire un niveau d'enseignement supérieur, de très grande qualité, et une capacité à pouvoir investir sur des technologies innovantes dans un environnement très favorable qui était le CHU. Donc on avait tous les ingrédients en fait, pour réussir sur cette technologie. À partir du moment où on remet en cause, comme on le fait depuis plusieurs années, cette offre concurrentielle, et je parlais de la GHT tout à l'heure, ça n'a aucun sens, la GHT de protéger un ensemble public par rapport à un ensemble hospitalier, par rapport à ça. C'est exactement l'inverse ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut laisser la destruction créatrice se faire avec une vraie stratégie globale de savoir où on va en matière de stratégie hospitalière. Mais la GHT était juste
le meilleur outil qu'il faut pour étouffer toute innovation et faire en sorte que ça n'ira pas très loin. Ça fait 25 ans qu'on fait déjà acheter, parce qu'avant on les laissait acheter. Mais en fait, vous êtes sûr de vous bloquer sur des intérêts corporatistes, parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose juste pour gérer en fait une pénurie, puisque c'est une mutualisation, c'est écrit dans les textes, vous êtes sûr que de toute façon, chacun aura la bonne raison pour que ça n'aille pas. Mais là, vous voyez qu'en fait, c'est en incitant au contraire à la concurrence et en facilitant l'initiative que l'on peut générer de l'innovation. Comme quoi la science économique n'a pas toujours raison, mais elle sert au moins à ça. Ça, c'est à peu près une certitude. Je pourrais vous montrer de multiples courbes par rapport à ça. Alors, créer un contexte favorable à l'innovation, il se trouve qu'on a été pendant assez longtemps avec un faible niveau d'innovation. Si vous prenez l'industrie pharmaceutique, vous apercevez que la productivité de R&D, alors que les dépenses en R&D ont considérablement augmenté, 175% dans la décennie de 2000, mais la productivité de R&D a baissé, est 2 fois plus faible dans les années 2010 que dans les années 2000. Mais il se trouve que là, on arrive à ce que Schumpeter appelait des grappes d'innovation avec les NBIC, que vous connaissez tous. Mais pour arriver à véritablement diffuser ces innovations, pour que ces innovations arrivent dans le système, soient systémiques, il faut favoriser la concurrence, investir massivement en R&D, avoir une juste valorisation de ces innovations. Je rappelle qu'un médicament anticancéreux qui soigne, qui guérit à 40 000 €, c'est beaucoup moins cher qu'un médicament anticancéreux qui ne soigne pas à 5 000 €. Mais, juste parce qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Mais donc, il faut juste avoir une approche un peu froide par rapport à ça et regarder sur la chose. Accélérer la destruction créatrice, j'ai pris l'exemple de la chirurgie ambulatoire, régulée par la qualité. Alors, il se trouve que j'ai réfléchi à la refondation du système à travers un livre qui est sorti en septembre. Et juste pour vous donner un exemple, il faut passer d'une régulation à la déontologie à une régulation par la qualité. Parce que une des caractéristiques de l'économie d'innovation, c'est que vous ne pouvez plus baser la régulation sur le volume, mais vous devez baser la régulation sur la qualité. Donc il faut changer totalement cette régulation-là. Et je pense que quand on entend le discours qu'on vient d'entendre avant, je me dis, mais comment est-ce qu'on n'a pas déjà utilisé cet outil-là pour l'intégrer dans la régulation? Parce que c'est exactement ça. Après, comment on l'intègre? Moi, j'ai proposé de le faire avec Noctom, mais enfin, bon. Mais en tout cas, il faut être innovant. Alors, il n'y aura pas d'innovation technologique sans innovation sociale et politique. C'est-à-dire que ce qui bloque aujourd'hui l'innovation technologique, c'est le manque d'innovation sociale et politique. Je ne vais pas vous faire le changement de monde, mais on est à un changement radical d'environnement, notamment ce que j'appelle avec une triple transition démographique, épidémiologique et technologique, et on fait qu'une adaptation paramétrique. Mais on ne pense pas à une nouvelle génération de modèles sociaux et de systèmes de santé. Or, c'est une nouvelle génération à laquelle il faut penser. Moi, je suis spécialiste de protection sociale au-delà de la santé. C'est un nouveau modèle sur lequel il faut penser. Juste en 2 mots, c'est un modèle post-État-providence. L'État-providence part du principe qu'en fait, le système, qu'il soit État ou système de santé, se substitue à l'individu dans la gestion de son risque. Ça marche quand vous êtes sur des risques courts. C'est-à-dire quand vous étiez dans les pathologies infectieuses, dans les retraites qui duraient moins de 10 ans et dans le chômage qui durait quelques mois. On est passé sur des risques longs, une retraite à 25 ans, des pathologies qui peuvent durer des décennies et un chômage qui peut durer des années. Se substituer à l'individu dans la gestion de son risque est une impasse garantie. Donc il faut passer à un modèle, au contraire, qui fait passer la gestion du risque, qui transfère les capacités de la gestion du risque aux individus, quel que soit le niveau social des individus. Parce que si vous ne le faites pas, en effet, toutes les personnes qui sont autour, qui sont ici dans l'audience, vont pouvoir le faire parce qu'ils ont le niveau pour, mais évidemment, l'ensemble de la population ne le fera pas. Donc, il faut passer en matière de santé, ce que j'appelle de l'accès aux soins à l'accès à la santé, avec deux priorités qui sont le maintien en bonne santé. Si on ne s'occupe pas du maintien en bonne santé, on ne pourra pas soigner tout le monde avec les nouvelles technologies. Parce que vous arrivez avec un vieillissement de la population et une hausse des coûts de prise en charge qui fait que le système ne peut que aller vers un crash sanitaire et financier. Donc il faut reporter la maladie. Ce que l'on fait chaque année, un peu inconsciemment, vous savez que 40%, on va dire 80% des déterminants de santé sont en dehors du système de soins. Notre bon système de soins dont on parle n'est responsable que de 15 à 20% de l'état sanitaire du pays. 40% c'est le développement économique, 30% sont les comportements individuels et 10% c'est l'environnement. Donc, si on veut leverager un peu l'état sanitaire en repoussant la maladie, ce n'est pas à vue de Ségur qu'il faut le faire. C'est en dehors du système de soins. Bon, et le deuxième axe, c'est les meilleurs soins au meilleur coût, c'est-à-dire que
c'est pas l'accès aux soins qui compte, comme on l'entend matin, midi et soir. C'est l'accès aux meilleurs soins au meilleur coût. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'efficience. Okay, bon, un peu pressé, mais... Donc il faut innover. Alors, il y a des propositions que moi j'ai faites qui sont la chose. Par exemple, passer de faire évoluer les CHU, créer des centres ambulatoires universitaires. C'est-à-dire que si on veut faire le virage ambulatoire, je pense qu'il faut... C'est bien aussi de former, en matière d'internat, les médecins généralistes dans des centres ambulatoires universitaires, là où ils vont passer leur vie. Ça a de multiples intérêts. Je pense qu'il faut passer à une notion contractuelle avec les patients d'affection de longue durée. Quand vous êtes sur une affection de longue durée, comme son nom l'indique, vous allez avoir un suivi longitudinal qui est plus ponctuel. Donc il faut une notion contractuelle d'engagement réciproque entre le médecin coordinateur et le patient. Voilà des choses qui transforment le modèle. Je pense qu'en matière de régulation, les certifications proposées par le CNOM, c'est exactement ce qu'il faut, même si on peut l'appeler de différentes manières. Mais ensuite, il faut, à mon avis, une association entre le CNP et le CNOM pour réguler par la qualité. En gros, voilà Pardon ? Voilà juste quelques exemples, mais des innovations qui sont indispensables pour permettre d'intégrer les innovations technologiques. Juste en 2 mots, le nouveau paradigme de l'innovation médicale, ce qui va nous permettre de rendre le système compétitif, c'est qu'on n'intervient plus au moment où la pathologie est intolérable avec des symptômes qui sont déclarés, mais on va intervenir de plus en plus tôt jusqu'à aller à la préemption des pathologies avec ces fameuses thérapies génomiques. Et c'est ça qui nous permettra véritablement de rendre le système soutenable, mais encore faut-il permettre le développement de ces innovations. Dernier point sur le système de financement. Il me reste une minute ? Une minute ? Pardon, une minute ? Largement. Ah bon, d'accord, oui, c'est ça, je suis dans les temps. Oui. Alors, on a un système de financement, comme vous le savez, qui a été créé, qui est une des branches du modèle de la sécurité sociale, qui a été créé en 1945, où vous avez un premier pilier d'assurance maladie qui était censé couvrir l'ensemble des soins pour l'ensemble de la population, puis on a mis un système complémentaire pour éviter le renoncement aux soins chez les gros consommateurs de soins. Et puis avec le développement des dépenses de soins des patients de longue durée, en fait, on a eu une spécialisation croissante de l'assurance maladie sur le gros risque, sur ces affections de longue durée. Ces 66% des dépenses d'assurance maladie sont concentrées sur les 10 millions de Français qui ont une affection de longue durée déclarée. Ça veut dire que les 55 millions de Français qui n'ont pas cette affection de longue durée sont de moins en moins couverts. C'est mécanique. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut surtout pas dire qu'il y a un désengagement de l'assurance maladie comme on l'entend. On rajoute 2,5 milliards de dépenses publiques chaque année dans le système. Donc il n'y a aucun désengagement. Mais il y a une concentration. Donc on voit qu'il y a un transfert sur des assureurs privés qui n'est absolument pas structuré, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un système à 2 étages pour l'ensemble des soins que personne ne comprend, ce qui est ennuyeux quand on veut passer dans un modèle où vous demandez aux gens finalement d'être les acteurs. À partir du moment où ils n'ont aucune compréhension du système de financement. C'est un système très coûteux parce qu'il faut traiter administrativement chaque soin par 2 institutions. Et c'est un système où finalement personne gère le risque, puisque tout le monde finance les mêmes soins à 2 étages. Donc vous avez besoin d'une clarté. Donc il faut aller vers un système. Et vous n'arrivez pas à intégrer les innovations, puisqu'en fait, vous avez un système qui ne fonctionne pas en matière d'entrée ou de sortie, ou de très peu, à chaque fois avec une crise politique quand on dérembourse les médicaments, ce qui est bien normal de dérembourser des médicaments, normalement avec la destruction créatrice, sous réserve que vous ayez des innovations qui arrivent. Donc il faut passer à un système qui qui corrige toutes ces erreurs, qui est un système de financement unique par prestation, avec l'assurance maladie qui est dédiée à un panier de soins solidaire, et les assureurs privés qui sont dédiés à un panier de soins individuel. Après, la prochaine question, c'est comment je régule ce panier de soins-là et comment je régule l'activité des assureurs privés. Je pense qu'il faut un contrat homogène standard qui soit voté chaque année par le Parlement. C'est-à-dire que c'est à la puissance publique de définir ce qui doit être accessible pour tous, puisque ce contrat homogène standard doit être obligatoire et étendu à toute la population. Et il faut un système chaque année d'entrée et de sortie de ces paniers de soins à travers une agence, on en a suffisamment en France, qui conseille sur ce qui doit être remboursé, de ce qui ne doit pas être remboursé. Voilà comment est-ce que, sans révolution, en conservant les acteurs qu'on a, on passe d'un système de financement qui aujourd'hui est extrêmement bloquant et qu'on essaie de faire survivre cas à cas, à un système qui permettra d'intégrer les innovations demain. En conclusion, je dirais qu'on est dans la phase de transition et c'est la difficulté qu'on a, c'est
critiquer facile, l'arrêt difficile, mais en tout cas la difficulté c'est qu'on n'est pas encore tout à fait dans le monde où les innovations par exemple vont permettre de guérir des pathologies. Très peu d'innovations guérissent, on a l'hépatite C, mais on sait qu'on a encore ça. On y sera peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, mais il faut gérer cette phase où on va être encore avec une logique un peu de volume, avec des innovations qui seront assez peu créatrices et de vraies innovations coûteuses qu'il va falloir intégrer. De l'innovation sociale et politique dépendra la diffusion des innovations technologiques et médicales. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire les réformes nécessaires, on n'arrivera pas à diffuser les innovations. Et notre capacité d'intégrer les innovations dans notre système de santé dépendra de la performance de long terme de celui-ci. Merci. Merci beaucoup de cet exposé remarquable qui décoiffe, surtout dans une institution comme celle-ci, mais qui sont effectivement fait appel à des connaissances et surtout à une vision des choses qui est inhabituelle pour la majorité des médecins dans notre pays. Et félicitations parce que ça ouvre des horizons dans la réflexion surtout. Quelques questions ? Moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais... Non, c'était à propos de votre critique. Alors, moi, je parle plutôt de la réorganisation territoriale de la chirurgie, qui est le projet que l'Académie avait par rapport au GHT, parce que le risque des GHT, je suis d'accord avec vous, c'est que ça soit administrativement géré et qu'on n'avance pas. Mais sinon, la réorganisation territoriale de la chirurgie, ça va aboutir à une destruction créatrice, puisque par définition, dans l'exemple que je donnais dans le 93, il y a des... entre guillemets, services de chirurgie qui ont été détruits, puisqu'on a dit on ne fait plus de chirurgie dans ces hôpitaux-là. Ça a augmenté la concurrence, en l'occurrence là, entre le privé et le public, puisque le public qui était complètement enfoncé par le privé s'est restructuré, et en se restructurant, il devient compétitif par rapport au privé. Donc je crois que si on laisse les praticiens s'organiser pour avoir un niveau d'efficacité, ce qu'il faut dire, c'est que le privé en France, sur le plan médical, s'est restructuré beaucoup mieux que le public. C'est évident. Les cliniques ont fait le ménage, elles sont restructurées. La petite différence qu'il y a, c'est que dans un certain nombre de cas, dans les structures privées chirurgicales, on a une restructuration qui a été nette, mais on n'a pas d'équipe chirurgicale. On a la jonction de praticiens qui font des choses identiques ou comparables, mais les uns à côté des autres, qui ne sont pas une vraie équipe. Le public a, quand il le fait, l'avantage d'avoir une équipe. Mais comme souvent il ne le fait pas, il n'y a pas d'équipe, il y a des individus dans des hôpitaux différents. Donc c'est pour ça que je crois que la réorganisation, votre critique sur un GHT administratif, je suis d'accord avec vous, si c'est un GHT vraiment porté par les professionnels, je retourne le compliment que vous avez fait sur la destruction créatrice. Oui. Jacques Méliès. Juste en quelques mots, quelles seraient les innovations politiques et sociales qui ouvriraient la voie aux innovations sanitaires? J'ai bien compris que vous prônez un transfert de l'État-providence à la responsabilité individuelle, mais au-delà de ça, et sans en faire un programme politique, est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire? C'est pas exactement ça. Hein. Il faut distinguer le conceptuel. Comment est-ce que, en effet, c'est un peu, il faut faire du Kennedy aujourd'hui en protection sociale. C'est-à-dire que, comme il avait un petit peu dans son discours de 61, dit en fait, si n'attendez pas de l'État qui s'occupe de votre protection sociale, mais sachez ce que vous pouvez faire pour votre protection sociale. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour votre protection sociale, c'est faites en sorte de pouvoir maîtriser un maximum de choses dans la gestion du risque. Parce qu'encore une fois, c'est un risque long sur lequel l'État peut garantir un certain nombre de services, mais ne peut pas garantir votre qualité de vie et la qualité de la protection. L'État, je l'ai dit, est extrêmement important et c'est le premier ordonnateur d'une innovation qui va être réalisée, qui va être diffusée. Donc ce n'est pas du tout un retrait de l'État. Ce n'est pas se dire chacun se débrouille. Pour que chacun se débrouille, il faut transférer les capacités, encore une fois. Parce que nous, on saura comment faire. Mais il faut que chacun soit capable de se débrouiller, sinon on crée des inégalités. Donc juste, je corrige ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose de gauche, de droite, de libéral, de choses. Ça s'impose à nous de par l'évolution des risques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme... Il faut lire mon livre. Mais ça, c'est un peu de recherche. Mais il faut savoir il faut avoir la stratégie, je vous ai expliqué. Il faut l'évolution globale, la vision globale, une fois qui peut s'imposer à nous, qui peut être partagée. On rencontre pas mal de politiques de gauche et de droite, ça se partage assez facilement. Après, il faut
décliner cette stratégie sur les 5 boutons de contrôle du système de santé. Un système de santé, c'est un tableau de bord dans lequel vous avez le financement, c'est-à-dire comment j'apporte les ressources à l'intérieur du système, les modes de paiement, comment je répartis, comment j'alloue les ressources aux différents acteurs. Vous avez la gouvernance, qui fait quoi, qui décide de quoi. Vous avez l'organisation des soins, et puis vous avez ce qu'on appelle les déterminants non médicaux, c'est-à-dire notamment les comportements individuels. Donc il faut décliner cette nouvelle stratégie sur les 5. Un exemple sur, enfin j'ai pris là des exemples pour revenir sur, parce que j'ai 40 propositions dans la chose, mais il y en a qui sont déjà reprises, mais prenons le sens, comment est-ce que je peux réussir ce virage ambulatoire, c'est-à-dire un système qui passe du système au patient. Tout le monde dit qu'il faut centrer le système sur le patient, mais le système il est tout sauf centré sur le patient. Bon, je pense qu'on est par exemple cette notion de contrat, on appelle ça contrat thérapeutique ou autre, qui soit contracté au moment de la déclaration de l'affection de longue durée entre un médecin coordinateur, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et un patient, qui permet d'avoir un engagement individuel des deux parties, une bonne compréhension de la pathologie et véritablement une structuration du parcours de soins, est un exemple d'évolution, sans faire la révolution, mais qui va permettre de restructurer les choses. Le CAU, le centre ambulatoire universitaire, qui à mon avis doit être piloté par les CHU, mais qui doit être appuyé sur des structures médicales dont des experts auront listé un cahier des charges, doit permettre véritablement de déplacer la formation et une partie de la recherche dans des structures, mais dans des structures ambulatoires, de permettre aux étudiants internes en médecine générale d'être pendant 3 ans, ça va peut-être passer à 4 ans, dans des structures ambulatoires et non pas dans des structures très urbaines où ils ne verront plus les patients demain. Donc autant vous dire que l'installation sera favorisée. Voilà un certain nombre de choses. Le financement, j'en ai parlé 2 secondes. Je pense que sur les déterminants non médicaux, en France, on a les COGIC, qui sont les comités opérationnels de gestion interministérielle de crise. C'est-à-dire on a une approche transversale sur des sujets mais juste au moment de crise. Il est évident que dans le maintien en bonne santé, on dépense des centaines de milliards d'euros en politique publique sur le transport, sur la ville, sur l'aménagement du territoire, en agriculture, sans aucune vision sanitaire, en écologie, mais sans qu'il y ait de réflexion. Non pas que ça est évident que si on veut avoir une politique de maintien en bonne santé, c'est pas simplement la prévention, comme on l'entend souvent, qui est tout à fait contestable sur un plan économique en termes de rentabilité, si je prends la prévention médicalisée. Mais c'est pas ça le maintien en bonne santé. C'est de faire en sorte que les politiques publiques qui existent aient une vision de maintien en bonne santé. Et là, vous utilisez un levier extrêmement fort. C'est clair que c'est aussi redorer tout un tas de spécialités qui ont été délaissées parce qu'on avait une politique uniquement curative, médecine curative, médecine scolaire, médecine du travail. Donc si on laisse ça à l'abandon, on ne peut pas activer cette médecine en bonne santé. Mais c'était assez justifié au XXe siècle, parce que la priorité, c'était quand même de rendre accessible, c'était l'accès aux soins, d'être curatif, et que tout le monde ait accès à un professionnel de santé. Mais ça fait 30 ans qu'on l'a fait. Ce serait bien de passer à la 2e phase, qui est l'accès à la santé, selon moi. Je conseille des pays émergents, nous on en est à la première étape encore. On essaie que tout le monde ait un aspect. Mais quand on vient en France, on aimerait faire autre chose. Merci, c'est passionnant, mais on va devoir s'arrêter.